toutes et à tous. On va reprendre notre séance. On avait dit que ça serait à 13h15. Il est 13h15. Tapante. Ah, bonjour Marcel. Donc, ça va être vraiment cool. J'en profite pour dire bonjour à Carmen. Ah, Patrick. Waouh, c'est cool. Génial. Trop contente. Bonjour Marie-Pascale, ça va bien? Ouais, super que tu sois là. Un patient accompagnateur. On a quand même un homme parmi nous. Merci, merci. Donc, puis Mercedes, hein, merci d'être là aussi. Mercedes, c'est vraiment chouette. Merci à toi, Marie-Pascale. C'est tellement chouette. Merci, merci. Donc, on avait, avant de redébuter notre après-midi, je vais donc vous partager le PowerPoint. Pourquoi je partageais l'écran et il ne se passe rien? Ah si, ça y est. Voilà. Donc là, cet après-midi, on va vraiment arriver dans toute la partie projet de recherche en tant que tel. Là, ce matin, on va beaucoup passer sur tout le côté justement expérientiel, hein, les expériences qui ont été menées dans les établissements. Et aussi, bien sûr, autant sur le côté plus organisationnel qu'au niveau plus clinique. Et cet après-midi, eh bien, on va revenir à notre devis de recherche que nous avions proposé aux Instituts de recherche en santé du Canada. Et on va vous présenter en primeur, finalement, une synthèse complète de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et c'est là où vraiment, je remercie toute l'équipe de recherche qui a travaillé très, 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 très fortement pour être capable de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, un immense merci. Ce que je vais faire aussi, c'est que après chaque section de ma présentation, je vais faire un petit temps d'arrêt pour qu'on puisse quand même discuter ensemble de ces résultats. Ça permettra comme ça un peu d'égayer ma présentation parce que vous n'allez pas m'écouter pendant 45 minutes non-stop. Là, ça va devenir vraiment très, très, très barbant. Donc, on fera des petits arrêts pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur ces résultats. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager maintenant ou c'est bon, je continue? Il n'y a pas de main qui se lève? Donc, il y a Louise qui continue à nous faire la fée clochette. Okay. Très, très bien. Alors, ces résultats. Juste quand même rapidement un petit bilan sur des chiffres qui sont quand même très, très parlants. On a donc eu quand même 601 patientes accompagnées par 25 patientes accompagnatrices dans le cadre donc du cancer du sein, mais il y a évidemment tous les autres cancers aussi qui ont été touchés par notre projet. Vous l'avez vu au début, hein, on avait quelques exemples en ORL, on a des exemples en cancer de la thyroïde, on a des exemples en lymphome, en cancer aussi féminin. Donc voilà, entre 2019 et 2021, qui représente quand même 950 accompagnements, incluant donc le premier contact et les appels de suivi, et ce qui représente donc plus de 600 heures d'appels entre patientes accompagnatrices et patientes accompagnées. Tout ça, surtout, là, ces chiffres-là sont pour les 3 établissements, le CHUM, le CIUS de l'Est de Montréal et le CHU de Québec. Si je continue, si on revient sur les objectifs de la recherche, nous en avions 5, on était quand même assez ambitieux. Le premier, c'était vraiment de montrer comment on développait finalement en co-construction une intervention aussi complexe que celle des patients accompagnateurs. Donc, on voulait vraiment documenter finalement ce processus de co-construction. Le deuxième, c'était d'identifier finalement des facteurs qui avaient ou pas facilité la mise en place des patients accompagnateurs. On voulait évaluer comment les savoirs se transmettent entre les patients accompagnateurs, les patients et les professionnels. Donc, je trouve quand même que notre panel de tout à l'heure répondait vraiment très, très bien à ce point 3, qui est plus difficile à évaluer grâce à des outils. On n'a pas toujours les outils qu'il faut pour pouvoir faire ça, mais là, on avait des exemples. Et finalement, explorer les effets, donc regarder un peu les dimensions qui sont sensibles aux effets de l'intervention. Depuis le départ, de façon très transversale, on a travaillé sur les enjeux éthiques et juridiques de parole onco.
Et ceci donc grâce à l'apport de Catherine Régis et donc aussi de Isabelle Ganache. Et donc je vais revenir sur finalement ce que nous avons réalisé comme travail en soutien à ce beau projet qui ensuite pourra être utilisé évidemment dans plein d'autres projets qui interpellent des patients accompagnateurs. Donc, petit retour sur notre démarche de cueillette des données. Donc, juste pour vous dire un peu le devis de recherche, on était parti sur une étude qui était une étude de cas longitudinale. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde dans chacun des sites comment se met en place l'intervention. Et à partir de là, on fait un recueil de données à la fois quantitatif et qualitatif qui se fait en début de projet, en milieu de projet, en fin de projet et de façon continue. On avait un recueil donc des journaux de bord qui étaient complétés par les patientes accompagnatrices dès qu'il y avait un contact avec une patiente, et aussi tous les patients et les patientes qui étaient vus par une patiente accompagnatrice ou un patient accompagnateur et qui acceptaient de rentrer dans le projet de recherche avaient donc des questionnaires à remplir lors du premier contact avec la PA et à nouveau un mois après, ou lorsqu'il y avait eu plusieurs accompagnements à la fin de l'accompagnement. Donc, vous voyez ici que dès le départ, on avait vraiment le début du projet. On avait vu beaucoup en entrevue les représentants des directions pour voir un peu comment ils voyaient l'arrivée de ce projet. Et ensuite, on avait fait quelques entrevues avec les premiers patients accompagnateurs qui travaillaient avec nous. On avait aussi le groupe de travail qui était un peu notre point d'ancrage par rapport au projet pour voir un peu comment ils voyaient les enjeux en lien avec le développement de cette nouvelle intervention. Et on avait aussi un questionnaire pour les professionnels cliniques, ce dont on ne va pas trop parler aujourd'hui, parce qu'on l'avait déjà présenté avant. En milieu de projet, on revenait un peu à un point avec à la fois les personnes qui réalisaient le projet et les PA qui étaient impliqués. Et en fin de projet, on reprenait finalement ce qu'on avait proposé au début. Si on regarde un peu les écarts au protocole, on n'a pas complètement complété les entrevues représentant les directions et nous avons aussi pas encore récupéré tous les questionnaires pour les professionnels cliniques. En revanche, tout le reste a été, je pense, réalisé. Donc, c'est quand même pas mal. On a déjà 2 articles publiés, il y a plus de 25 présentations à des colloques, congrès, événements scientifiques qui ont été réalisés, il y a plus de 10 articles en préparation, il y a un balado qui a été réalisé avec Catherine Régis que je vous encourage à écouter, et puis même plus largement aussi toute sa série de H-Podcast là, qui est vraiment remarquable. Et finalement, on a 3 étudiants aussi qui ont travaillé avec nous. Là, je vois qu'il y a plutôt 2 projets d'étudiants supervisés. Donc, il y a Anna Mareva-Ferville, donc on va présenter ses résultats. Et puis, on a Nesrine aussi qui va commencer à travailler avec nous dans les prochains mois. Donc, la co-construction de notre intervention. D'abord, effectivement, dès le départ, il fallait réfléchir aux différentes étapes de co-construction. Et ça a été vraiment un des résultats de notre projet. C'est que ça commence évidemment par une préparation de l'établissement. Donc, c'est d'essayer de voir quelles sont les conditions optimales qui vont permettre de pouvoir accueillir le programme Parole Onco dans un établissement. Et ça part autant du niveau clinique jusqu'au niveau décisionnel, au niveau de la haute direction. Donc, ça permet comme ça d'avoir une idée finalement de la capacité de pouvoir accueillir des patients accompagnateurs dans une trajectoire donnée. Ensuite, c'est la préparation de l'équipe et le test de l'intervention dans la trajectoire qui a été déterminée. Le déploiement de l'intervention pour qu'on puisse vraiment voir si sur l'ensemble de la trajectoire qui avait été décidée, on est capable de pouvoir implémenter l'intervention. Donc là, vous avez vu que dans tous les sites où on a réussi à le faire. Et finalement, d'arriver à une pérennisation de l'intervention. Dans chaque site, donc voilà un peu les conclusions qu'on peut dire sur le processus de co-construction. Dans chaque site, il y a une constitution d'un comité de travail qui a toujours associé des patients partenaires, des cliniciens et des gestionnaires. C'est sûr que ça a été le lieu aussi pour identifier des cliniciens champions qui étaient prêts vraiment à devenir des leaders pour entraîner d'autres professionnels à aussi adhérer à cette nouvelle intervention. Et on avait évidemment les gestionnaires qui nous facilitaient la possibilité de créer
le programme dans l'établissement. Les patients partenaires, en général, c'était déjà des personnes qui avaient identifié un intérêt à travailler en oncologie ou qui étaient déjà connues, qui travaillaient dans d'autres domaines, donc qui pouvaient comme ça intervenir. Et à chaque site, le comité de travail a co-construit vraiment l'intervention en prenant les considérations locales. Donc ça aussi, ça fait partie de la philosophie du programme Parole Onco, c'est d'être vraiment très ancré dans les spécificités et dans les objectifs qui ont été établis par l'établissement. Et finalement, ça nous a amené à avoir des processus d'introduction des PA différents en fonction des sites et des propositions de rencontrer aussi les PA à différents moments de la trajectoire qui avait été proposée. Justement, quels sont ces moments dans la trajectoire? Puis ça, là, je vous présente des résultats pour le CHUM et pour HMR, puisque ce sont deux établissements qui ont travaillé sur le cancer du sein. Au CHUM, il y avait une volonté dès le départ de faire en sorte que ce soit l'ensemble de la trajectoire de soins qui puisse bénéficier de Parole Onco. Et à HMR, il y a évidemment un intérêt tout particulier qui a été développé par la radiothérapie grâce au leadership du docteur Israël Fortin. Donc, ça se retrouve évidemment dans les chiffres que l'on voit ici, où au CHUM, il y a vraiment le moment dans la trajectoire, c'est surtout avant le début de la chirurgie et autour de l'annonce du diagnostic, alors que pour HMR, on est plus avant le début de la radiothérapie ou après la chirurgie. Donc ça aussi, ça montre que vraiment, en fonction des lieux où vont s'implanter l'intervention de Parole Onco, on va se retrouver évidemment avec des choses qui vont être différentes. Identifier les facteurs qui favorisent ou entravent la mise en place des PA. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, on est allé chercher des données qualitatives auprès des patientes accompagnatrices, des infirmiers, infirmières et des membres de la direction cogestionnaire, dont des médecins qui étaient cogestionnaires. Il faut savoir que les temps de recueil ne sont pas forcément les mêmes. Donc, par exemple, pour la direction et cogestionnaire, c'était vraiment au tout début du projet, comme vous l'avez vu. Alors que pour les patientes accompagnatrices et les infirmiers, on a quand même été capable de pouvoir aller chercher des informations qui ont évolué au cours du temps. Donc, il faut vraiment prendre ça avec ce petit bémol. Donc d'abord, on a eu la chance de pouvoir voir en entrevue et en groupe de discussion 20 PA qui ont participé dans les 4 établissements. Donc on a 20 sur les 29, donc qui nous fait quand même 69% des patients accompagnateurs qui ont participé à ce premier recueil de données. Vous voyez qu'on avait des personnes qui ont été vues en milieu de projet et des personnes qui ont été vues en fin de projet. Donc, on en avait 10 au milieu de projet et puis 16 en fin de projet. Et vous voyez aussi ici que total de 15 éléments de collecte. On avait de la collecte à la fois par groupe de discussion et par entrevue. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. Donc là, on est en train de finaliser un premier article sur ces fameux défis et facilitateurs vus par les patients accompagnateurs et qui va être soumis à Implementation Science dans les prochains jours. Donc là, je vais vous partager un peu l'essence de ces résultats. Si on regarde les facteurs facilitant l'intégration des PA, donc vus par les PA, c'est vraiment d'être très clair sur les rôles au sein de l'équipe clinique, ce qui nous a été vraiment très bien présenté par le CHU de Québec, où il y a eu un gros travail pour essayer d'éclaircir qui faisait quoi, puis comment on allait chercher cette complémentarité chez chacun. On sent évidemment aussi qu'à HMR, on travaille aussi dans ce sens-là et qu'au CHUM, il y a vraiment un embryon et d'aller vraiment beaucoup plus loin dans la capacité de bien délimiter les rôles, ce qui vraiment permet ensuite de rebondir sur une équipe qui soit beaucoup plus soudée. De promouvoir systématiquement le service auprès de l'équipe clinique et des patients. Ça, je pense que aussi, ça a été beaucoup martelé à la fois par les patientes accompagnatrices et aussi par les cliniciens, comme quoi le quotidien reprend le dessus, on oublie un peu le programme, et puis si on ne le rappelle pas à l'ordre, les cliniciens, eh bien, ils peuvent être amenés à oublier de faire les référencements. Donc, c'est très, très, très important d'être constamment à le faire. Engager aussi un patient accompagnateur pour communiquer l'information à l'équipe clinique et recevoir du feedback.
Ça, c'est aussi excessivement intéressant, là. Bien sûr que quand les patients accompagnateurs sont directement sur les lieux, il peut y avoir des retours très vite dans l'espace physique, hein, pour discuter. Mais même par Teams ou par les autres moyens de communication qu'on a développés avec la Covid, on voit que dès qu'on a une information qui circule avec l'équipe clinique, ça va beaucoup plus vite. Puis là encore, on a eu des exemples exceptionnels avant midi. Et finalement aussi, dans les facteurs facilitants, c'est la reconnaissance, hein, de la plus-value apportée et du statut au sein de l'équipe. J'ai aimé la Madeleine qui disait, mais ça c'est ma paye, là. Donc elle parlait évidemment de la reconnaissance de sa plus-value auprès des patientes, mais elle sous-entendait sûrement aussi que le fait de lire dans les yeux à la fois du docteur Chiquette et puis de Claire Brousseau, l'apport que ça pouvait apporter à leur travail, bien sûr, ça change absolument complètement la dynamique dans laquelle on s'inscrit et la belle énergie, évidemment, que ça va chercher chez soi. Dans les facteurs limitants, bien sûr, on a tout ce qui concerne les enjeux de gouvernance, hein. Comment Madeleine j'ai beaucoup aimé, elle a commencé en disant, mais c'est un projet qui demande à la fois un soutien dans des plus hautes autorités et en même temps une présence au niveau clinique, là. Donc, c'est un peu ça, hein, c'est de pouvoir faire converger ces différents niveaux. C'est aussi de pousser les murs, hein, de l'établissement. C'est pas toujours simple, hein, dans les comités, comment faire entendre sa voix, comment faire en sorte que vraiment le point de vue des patients puisse faire en sorte que ça aille plus vite. Et bien sûr aussi la reconnaissance des besoins, parce que c'est un projet au départ quand même qui vient beaucoup plus d'une identification des besoins venant des patients que vraiment d'un besoin des professionnels. Alors comme vous savez, quand on voit moins son besoin par rapport à soi, c'est plus difficile de pouvoir être en accord avec l'arrivée d'un nouveau projet. Les enjeux de culture, donc bien sûr des places pour discuter du projet, faire évoluer les mentalités, on l'a vu aussi dans les questions qui ont été posées à la fin de la matinée, d'intégrer dans la culture vraiment le mécanisme de référencement qui devient vraiment une routine, une nouvelle routine dans la capacité de travailler des professionnels de la santé. Et finalement aussi une opportunité pour échanger avec l'équipe clinique pour que chacun, évidemment, évolue et grandisse et puisse rebondir, bien sûr, sur les expertises de chacun. On a vu aussi des enjeux de ressources, hein. Alors le temps, c'est le temps quand on veut mettre en place un nouveau projet, hein. C'est pas toujours évident, là. On a vu beaucoup dans le projet un peu d'impatience, hein, de la part des patientes accompagnatrices, de voir pourquoi ça prend autant de temps de mettre en place des patients accompagnateurs, là. Et nous, on est prêts, on voudrait avoir accès aux patients, puis il n'y a pas d'accès aux patients. Puis alors on se demande, mais pourquoi? Donc là, il y a vraiment toute cette temporalité entre les patientes accompagnatrices et la temporalité des personnes qui travaillent dans les établissements qui ne sont pas toujours en ligne. Et donc, on a beaucoup travaillé aussi dans le projet pour raccourcir un peu ces écarts-là et faire en sorte qu'on puisse quand même plus facilement avoir accès aux patients dès que le verrou des enjeux éthiques et juridiques est levé. Donc, l'espace, bien sûr, là, c'est trouver des espaces pour pouvoir être en relation avec les patients. Donc, quand il n'y avait pas la Covid, il fallait quand même avoir des bureaux, puis ça, parfois, c'est un peu compliqué. Et puis, les enjeux de ressources financement, c'est que, vous l'avez vu, hein, si on veut vraiment que ça marche bien, une des belles façons de le faire, c'est d'avoir un coordonnateur qui est engagé par l'établissement. Les enjeux d'outils, c'est les traces de l'intervention dans le dossier médical. Vous avez vu que Jules, le CHU de Québec, a été capable de pouvoir nous montrer un document officiel. Dans les autres établissements, c'est encore compliqué. Donc, on espère bien, en tous les cas, que ça va évoluer. Il y a eu, bien sûr, aussi la communauté de pratique là, qui a été absolument extraordinaire. Là, ça, je pense que quand il n'y a pas de communauté de pratique, là, on perd beaucoup dans la solidarité entre les patients accompagnateurs, la capacité de s'entraider et de finalement faire en sorte que les personnes aient envie de continuer à s'engager. Et finalement, le soutien informatique, hein, à cause de la Covid et aussi de la volonté de continuer à faire en sorte que plus de personnes puissent bénéficier de l'intervention, il nous faut des interfaces informatiques qui soient de qualité et facilement accessibles. Donc, est-ce que vous voudriez réagir à cette première partie de résultats là? Est-ce que ça reprend pas mal ce que vous avez vécu sur le terrain? Mado, tu voudrais intervenir? Je pourrais faire un commentaire. Je ne savais pas si je pouvais t'interrompre avant. Mais en tout cas, Vas-y. mais ce que je trouve
dans le fond, éloquent par la pratique, c'est que on peut avoir imaginé le plus beau projet. La réalité locale, c'est elle qui fait que c'est la base. Et puis, plus que la réalité locale, les personnes qui sont là. Bon, je pense je peux dire qu'au CIES de l'Est, on avait commencé le projet en voulant travailler avec des clientèles multiculturelles. Parce que moi, j'avais comme intervenante, comme patiente ressource depuis quelques années déjà, j'avais identifié qu'il y avait beaucoup plus de détresse chez ces patientes-là. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné, ce démarrage-là n'a pas fonctionné. On n'analysera pas ça. Mais quelques années plus tard, Israël s'est montré intéressé, Israël Fortin, et puis voilà, ça fait démarrer vraiment l'action. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut travailler, oui, on peut avoir des grandes lignes, mais il faut travailler avec les gens qui sont là, puis les gens qui veulent. Puis ça c'est gagnant. Ouais, c'est un bon point là. Il n'est pas suffisamment ressorti dans ce que j'ai présenté là, comme quoi on doit partir par des leaders convaincus positifs là, qui vraiment vont nous aider à dénouer des situations qui peuvent être plus ou moins complexes là. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à ces résultats? Ok, alors je vais continuer. Là, c'est vraiment l'article 2, là, c'était vraiment le travail qui a été fait par Anna Mareva Ferville. Donc, je vous redis un peu, Anna a terminé une maîtrise recherche en sciences infirmières. Et ce qui intéressait beaucoup Anna Mareva, c'était de regarder la collaboration entre les patients accompagnateurs et les infirmières, en particulier les infirmières pivots, mais pas uniquement, vraiment toutes les infirmières en pratique avancée ou qui étaient vraiment incluses dans le parcours de soins. Donc, elle est allée chercher 12 participants, donc il y avait 6 infirmières et 6 PA. Ça s'est réalisé en mi-parcours, hein, on peut dire ça, du projet. Et vous voyez ici les caractéristiques donc, des participants. On a eu un peu plus de participants du CHUM que du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, donc ça peut aussi peut-être un peu teindre les résultats, mais vous allez voir en tous les cas qu'ils sont excessivement intéressants. Donc c'est un peu une vision croisée à la fois des infirmières et des patients accompagnateurs. Donc eux, par rapport aux facteurs liés à l'équipe clinique, il y a vraiment l'implication active de l'équipe clinique dans l'intégration des PA. Ce que nous disait Mado a été vraiment relié à la fois, enfin a été soulevé par les patients accompagnateurs et par les IPO. Hein. Si les membres de l'équipe y croient et s'impliquent dans le processus, c'est un plus. La capacité de promouvoir bien sûr le rôle du PA et la procédure simple pour introduire les PA. Là. Donc envoie des demandes par mail et après les patients une réponse assez rapide, c'est très bien. Donc vraiment avoir quelque chose qui n'est pas compliqué, qui s'inscrit facilement dans un quotidien déjà surchargé de professionnels de la santé. C'est vraiment très, très, très apprécié. Bien sûr, la réticence de certains professionnels à intégrer les PA, puis ça, c'est normal. Hein, quand on a un nouvel acteur, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On a un peu peur qu'il donne des informations qui soient à l'encontre de ce que l'on souhaiterait. Donc, il y a pas mal de craintes. Puis ça a aussi été souligné par Marie-France. Hein. Souvent, on est ses propres... comment on pourrait dire, limitants. Hein, donc, il faut effectivement en être conscience puis essayer de voir comment on peut les dépasser. Le manque de temps des professionnels de santé, hein, ça a été revu souvent. Puis, quand on propose un projet, comme on l'a fait par rapport à Oncopole, on explique bien là qu'on va faire en sorte que ça ne surcharge pas trop le temps des professionnels. C'est quelque chose qui est vraiment intégré dans la mentalité du projet, c'est qu'on ne veut pas surcharger les professionnels. Et finalement, c'est sûr, c'est les routines de travail de l'infirmière. Je rencontre la patiente à des moments clés de sa vie, des moments qui sont très difficiles. Elles ne sont pas forcément prêtes pour les PA. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, ce sont les professionnels qui décident pour les patientes de savoir si elles sont prêtes ou pas pour les PA. Et on veut évidemment rechanger le paradigme dans lequel on est, où ce sont plutôt les patients qui doivent décider s'ils sont prêts ou pas prêts et que ce ne soit pas les professionnels qui décident à leur place. Et comme toujours, hein, c'est quand même un changement de mentalité.
Et puis ensuite, les facteurs intrinsèques à la patiente accompagnatrice. Donc, bien sûr, dans les facilitants, c'est l'envie de donner. Là, on l'a vu et revu. Puis vous verrez aussi dans le côté éthique et juridique, on parle beaucoup des fondements, des raisons pour lesquelles on s'implique dans ce type de programme. Et bien sûr, l'expérience vécue par la maladie, par la patiente accompagnatrice, qui sont évidemment quand la patiente accompagnatrice est déjà très appréciée par l'équipe, ça aide énormément. Et le désengagement, quand on est tout seul à faire ce travail-là, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la protection et de la communauté de pratique est absolument essentielle pour maintenir les personnes en intérêt de continuer, mais aussi d'avoir des références. Parce que s'il n'y a pas de référence, mais qu'il y a des patients accompagnateurs, évidemment, ça ne marche pas. Et ça, parmi les facteurs aussi qu'on a, c'est vraiment l'adéquation entre le nombre de demandes et le nombre de patientes accompagnatrices ou de patients qui sont prêts à répondre. Et ça, c'est tout un équilibre que l'on n'est pas quand même encore complètement sûr d'avoir atteint là, dans notre projet. On le teste. Mais je pense que ça aussi, ça rend cette intervention assez particulière, puisqu'il y a des flux, il y a des flux de patients, puis il faut être capable de pouvoir réguler les flux en fonction de l'offre et la demande. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir, là, par exemple, peut-être sur le côté infirmier de ce projet. Oui, Marie-André? Côté infirmier, je pense que c'est tout à fait ce qui était indiqué là. C'est exactement ce qu'on a rencontré. Puis quand on parle d'équilibre entre patients accompagnateurs et patients accompagnés, c'est tout un jeu à réussir parce qu'au début, certaines craintes des professionnels étaient à l'effet que des patientes accompagnatrices seraient épuisées si elles rencontraient trop de patientes pendant la trajectoire. Donc là, il fallait recruter des nouvelles patientes accompagnatrices, mais là, on en recrute, mais il y a moins de références. Donc là, il faut mettre un arrêt sur les patientes accompagnatrices qu'on pourrait recruter, mais en même temps, c'est vraiment un jeu d'équilibre pas évident à trouver, vraiment. Oui, et on l'a vraiment expérimenté au cours de ces derniers mois, quoi. C'est vraiment et aussi quelque chose qui est intéressant, c'est sur la diversité des parcours, hein. Je pense qu'il y a une grande volonté à HMR et puis au CHUM, hein, de pouvoir recruter des patientes accompagnatrices qui aient divers parcours pour être capable de pouvoir répondre aux différentes demandes qui sont faites. Et ça aussi, ça entraîne le fait que il y a des patientes qui sont moins sollicitées que d'autres éventuellement. Là. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Là. Différents parcours, je dirais, puis différentes cultures aussi. C'est important, ça aussi. Exactement. Je dirais juste une petite chose, c'est que dans le fond, ça, pour les nouveaux, parce que j'imagine qu'il y a encore à l'écoute des personnes qui vont démarrer, c'est qu'au début, nous, en tout cas, moi, je pensais qu'il fallait vraiment avoir une bonne équipe de patientes accompagnatrices, que c'était ça le risque ou il fallait vraiment développer ça très fort. Puis rapidement, on a vu qu'on n'avait pas de patientes à accompagner. Donc, c'est le travail à l'interne auprès des professionnels qui n'étaient pas nécessairement fait ou qu'on a sous-évalué, je ne sais trop, de sorte qu'on a perdu des patientes accompagnatrices. Alors, il faut vraiment, là, c'est comme dans une balance, il faut avoir dans les deux plateaux là, tout ce qu'il faut, des deux côtés. Puis ça, on n'a pas l'habitude dans les établissements de gérer, entre guillemets, des flux de ce type-là. Là. Donc, ça demande une capacité beaucoup plus de fluctuation, de pouvoir, dès le départ aussi, expliquer aux personnes, là, aux patientes accompagnatrices, que ça peut bouger dans le temps, que ça peut fluctuer, etc. Donc, c'est vraiment des nouvelles façons de travailler. C'est excessivement intéressant. Donc, ça demande de la flexibilité. Je vais continuer sur ma présentation. Donc, on a un autre article qui est plus en lien avec la perception des membres de la direction. Donc là, comme vous avez vu, on n'a fait que seulement un premier temps, mais on va finaliser notre deuxième temps au cours de ces prochaines semaines. Et quand on a commencé, c'était vraiment au début du projet qu'on a vu les directions générales et les directions en soutien au projet. Donc, ce qui était vraiment remonté comme
facteur qui les préoccupait, c'était de délimiter justement et clarifier les rôles, d'avoir une bonne formation aussi pour les patients accompagnateurs et des psychologues pour les préparer, d'avoir une personne ressource qui supervise le travail des patients accompagnateurs et qui puisse répondre à leurs questions, et finalement aussi un besoin de soutien en matière de leadership et de gestion de projet. Ben ça, c'est toujours vrai, hein. Je pense que c'est un peu ce que nous a appris ce projet-là, c'est qu'on a effectivement besoin de ces 4 ingrédients. Et dans les facteurs limitants qui étaient marqués, ben, c'est toujours le manque de temps pour recruter et former des patients accompagnateurs. Ça, finalement, on s'en est quand même bien sorti. La difficulté de gérer le projet, ben, la crainte d'avoir de l'ajout de travail alors que la charge de travail est déjà pleine, le manque de ressources humaines. Donc ça, on a montré quand même qu'on s'en sortait quand même relativement assez bien, que ce n'est pas trop ressources humaines, ça consommait évidemment de la ressource humaine, mais pas trop. Et puis finalement, bien sûr, tout ce qui est espace, puisqu'au départ, quand on a fait nos entrevues, on était plus sur la présence sur site. Et toujours cette inquiétude de l'élimination des rôles, mais c'est sûr que ça va être très intéressant d'entendre après 4 ans comment ils se positionnent par rapport à ces facteurs. Donc, globalement, quand on repart à la fois de nos données qualitatives, expérientielles et de nos données quantitatives, on se rend compte que les facteurs influençants sont vraiment l'expérience antérieure en partenariat de soins et de services. Quand un établissement avait déjà une expérience, avait recruté les patients, avait déjà des formations, etc., c'est sûr que la marche était un peu moins haute pour faire en sorte que les patients accompagnateurs puissent intervenir. L'identification d'un professionnel champion, là, ça aide évidemment de façon majeure, la motivation de l'équipe aussi à intégrer un nouveau membre dans l'équipe, de former des professionnels et de répondre à leurs craintes. Ça, c'est, je pense, quand même un des maillons faibles de notre projet qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que ça n'a pas toujours été facile de former les professionnels à cette intervention. Donc, dans le cadre de Oncopole qu'on est en train de débuter, on est en train justement de faire en sorte que le projet soit bien connu des professionnels, qu'on puisse les former, qu'ils comprennent bien ce qui s'est passé dans les 4 établissements avec lesquels on a travaillé, pour que justement on lève des craintes potentielles et qu'on puisse aller comme ça plus vite pour intégrer les patients accompagnateurs dans les équipes cliniques. Bien sûr, le soutien des co-gestionnaires, ça facilite énormément et puis ça permet de pouvoir faire passer l'information auprès des cliniciens. L'engagement de la direction, on l'a vu, nous, dans un site, un changement de direction peut vraiment faire en sorte qu'un projet qui était quand même très valorisé devienne moins valorisé en lien avec les priorités du directeur général. Ressources dédiées pour la coordination, c'est un point essentiel. Et puis, la capacité de recruter, de former, de fidéliser les PA, c'est ce qu'on a discuté à l'instant avec Mado et Marie-André. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à cette petite synthèse, mais je pense qu'on fait pas mal le tour de ce que l'on a appris sur les facteurs. Une question de Marie. Ah, Marie, tu as une question? Marie Cheneveux. Oui, OK, excuse-moi. C'est une question qui découlait d'un peu de l'intervention de Mado précédemment. Mado, tu avais évoqué justement les défis rencontrés dans un contexte surtout de patients, dans un contexte de diversité ethnoculturelle. Il y a des cultures, effectivement, tout ce qui est le rapport avec les maladies n'est pas toujours évidente. Et ça avait été un défi. Et effectivement, j'endosse depuis peu le mandat justement de la diversité ethnoculturelle et l'accès aussi aux soins pour les personnes d'expression en langue anglaise et autres langues. Donc, ça amène sur la table, évidemment, pour moi, par rapport à l'accompagnement de nos patients, justement, ces défis auxquels on peut rencontrer. Puis aussi, je suis en lien avec une personne au sein de notre CHUM, comme dans d'autres établissements, sur le volet qui touche les Premières Nations, donc le volet autochtone. Il va prendre un peu plus d'ampleur. Et par ricochet, c'est sûr que je m'attends que ça a une portée transversale au sein de nos organisations. Donc, je m'interrogeais si c'est parmi les établissements tout à l'heure, du moins, est-ce que c'est quelque chose qui va être aussi peut-être être réfléchi dans l'ensemble de l'organisation, justement, notamment de projets de patients partenaires accompagnateurs, accompagnatrices, et à plus large échelle. Mais c'est une interrogation que j'avais compte tenu du contexte que nous connaissons dans le réseau. Alors voilà, merci. C'est un très bon point. D'abord, en Gaspésie, il y a quand même beaucoup de populations autochtones qui ont été approchées dans le cadre du projet mené par Christine Arsenault. Christine n'est plus avec nous en ce moment, mais moi, j'ai été en communication aussi avec la présidente directrice générale adjointe du CIS
pour voir avec elle aussi de quelle manière on pouvait intégrer sur certaines populations et communautés parents locaux, parce qu'il y a déjà des cercles de santé qui existent, mais comment on intègre évidemment quelque chose d'un peu plus structuré, mais qui ne soit pas plaqué par nos idées à nous, mais qui émane vraiment de leur manière à eux de voir le soutien. Puis c'est une question d'autant plus intéressante que les chiffres sont assez, comment on pourrait dire, troublants. Vous savez que la détection des cancers se font beaucoup plus tard dans les populations autochtones que dans la population générale. Et on pensait aussi que le rôle des, entre guillemets, patients accompagnateurs ou autres noms pourrait être aussi un moyen pour favoriser une détection plus rapide en lien avec des symptômes où les personnes n'osent pas aller consulter ou ce genre de choses. Donc, moi, j'avais déjà aussi pris contact avec d'autres populations que uniquement en Gaspésie. Mais les délais de préparation des projets est souvent très court et le délai, par contre, pour obtenir les accords dans les communautés est beaucoup plus long. Donc, on n'a pas été capable encore de vraiment faire coïncider tous les agendas, mais par contre, il y a vraiment une belle communication avec au moins 3 ou 4 communautés. Et puis, on a dans notre projet Oncopole le bassin, la Côte-Nord qui est avec nous. Et en Côte-Nord, comme vous savez, il y a vraiment des populations très, très, très développées et puis qui peuvent vraiment nous aider aussi peut-être à commencer à devenir encore plus, en recrutant des patients accompagnateurs qui viennent de ces communautés. Donc, je pense qu'on va avoir la possibilité de le faire, mais comme on n'a pas encore débuté nos premiers contacts avec la Côte-Nord, je ne peux pas m'avancer plus, mais il y aurait sûrement une opportunité très, très, très bon point. Puis on est très vigilant là-dessus et on pourrait aussi regarder à Montréal comment on pourrait aller, parce qu'il y a quand même des populations aussi très défavorisées qui parfois n'ont pas accès à des soins en oncologie alors qu'ils devraient pouvoir l'avoir. Puis on pourrait passer justement sur des lieux où il y a déjà des lieux communautaires, où il y a déjà des liens des personnes entre elles et juste il faudrait être capable de pouvoir identifier les personnes qui pourraient favoriser des communications avec le système de santé. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Je vais continuer si vous voulez bien. Là, j'arrive plus à... Là, je suis... Ouais, mais là, je suis même... Ah, ça y est. Linda, oui, tu voudrais intervenir? Oui, je voulais seulement mentionner que pour avoir travaillé au Centre universitaire de santé McGill il y a plusieurs années, elle dessine une population... au niveau de la baie James ou au niveau de quelle population autochtone, mais parce que c'est une population qui est anglophone, souvent elles avaient à intervenir pour soit faire des chirurgies à distance ou pour les accueillir rapidement. C'était à l'époque où je travaillais en traumatologie. Donc, j'imagine que depuis les années que j'ai quitté, est-ce que ce lien-là existe toujours? J'imagine que oui, mais ça pourrait être intéressant de voir avec eux. On a perdu Marie-Pascale. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ma connexion. Je ne sais pas si... Non, c'était Marie-Pascale. Je pense qu'il y avait un problème de connexion. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez, mais si je peux me permettre juste un petit commentaire. Le plus gros village autochtone au Québec, il est à Montréal. Ouais. Tous les Autochtones viennent à Montréal et c'est la problématique est là. Marie-Jo pourrait même le confirmer. C'est vraiment, moi, pour travailler au centre-ville, je vais au centre de recherche souvent. Il y a beaucoup d'Autochtones à Montréal et le plus gros village, on me l'a dit, c'est bel et bien à Montréal. Donc, on a beau parler de la Côte-Nord, tout ça, mais il y en a beaucoup à Montréal qu'il ne faut pas oublier dans nos trucs. C'était mon petit commentaire de monsieur. On est rare, on n'est pas nombreux aujourd'hui, mais c'était mon petit commentaire. Peut-être une population plus jeune à Montréal?
C'est encore drôle. Quand je me promène autour du CHUM, il y a des Autochtones qui sont itinérants, assez âgés. Mais c'est un mélange de tout. Il y en a de tous les âges. Je pense qu'il y en a à peu près 30 000 à Montréal, si mes chiffres sont bons. Mais c'est le chiffre que j'ai entendu. Oui, puis c'est vraiment important. Là, il y a quelque chose à faire sur Montréal. Là. Moi, je suis très, très, très touchée par cette problématique-là. Donc, pour les établissements à Montréal qui sont intéressés à travailler là-dessus, on est prêt, en tous les cas, à collaborer pour développer des programmes de parole en cours qui soient vraiment adaptés. Et comme vous l'avez vu, c'est vraiment le souci qu'on a systématiquement dans tous les projets. Là. Marie-France? Si je peux me permettre, je m'excuse, Marie-Pascale, il y a le centre Ulivic qui abrite 91 chambres à Dorval. Ce sont des Autochtones qui viennent du Nord pour se faire soigner. Je ne sais pas s'il y a une collaboration à faire avec eux. Ce serait peut-être une piste à suivre. Très intéressant, on va en reparler ensemble. Et Marie-France? J'allais dire que nous, on est à Sainte-Justine, on est dans un grand effort. Là. On a un gros projet pour l'amélioration des soins offerts aux Autochtones. Donc, le volet Parole Onco, et ça globalement dans Sainte-Justine. Et donc, ça va teinter aussi forcément ce qu'on va vouloir faire avec Parole Onco. OK? Fait que... Oups, est-ce qu'on a encore perdu Marie-Pascale? On la voit, mais... Est-ce que c'est moi? Je la vois comme... Elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. OK, c'est pas moi? D'accord. Vive la technologie, hein? Oh, qu'est-ce qu'on est tanné! Misère. Là, il me fait des méchancetés, là. Je suis pas capable de partager. Est-ce qu'elle est? Je vais prendre. Donc là, vous rigolez parce que j'ai une tête insupportable. Quoi? Non, on a toute une tête qu'on est tanné de supporter nous-mêmes. Sur notre propre tête. On t'aime, Marie-Pascale, on t'aime. La tête de travers. On la voit pas. Ta tête est correcte, mais on la voit pas. Ben non, où elle est? J'ai encore disparu. Là. C'est infernal. Vraiment infernal. Tu vas prendre ma place, non? C'est moi qui vais partager alors. Non, mais là, j'ai même pas accès à rien. Là. J'ai même pas Zoom là. Il n'y a rien. Bon. Désolée, hein, j'ai très handicapé là, mon ordinateur a laissé plus fonctionner. Ça marche pas non. Mais on t'entend, Marie-Pascale. Ah, là, on te revoit. Je vous entends. On met en écho. On va voir si ça marche. Pour l'instant, je ne suis pas capable de partager. Okay. C'était à quel point? Mais là, Marie-Pascale, on te voit. Pauvre toi. On t'entend aussi, je pense. Bon. Restons zen. Oui. J'ai même pas accès à rien. On a vu ça. Je peux pas dire, je vois même pas ce que tu montres là. Je suis pas capable. Mais on s'en fout. Mets-le et puis. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je vois. Oui. Ah, ouais, on en était là, ouais. Facteur influençant. Donc, je viens que tu continues. Ouais. Donc là, on va rentrer dans évaluer comment les savoirs se transmettent entre PA, patients et professionnels. Je vais passer assez vite parce qu'on a pas mal dit ça ce matin, là, quelles étaient les thématiques qui étaient échangées entre les patients accompagnateurs et les professionnels. Oui. Tu fais quoi? Ok, tu peux passer à la suivante. Donc, entre les professionnels et les patientes. Donc, on a la chance d'avoir une vidéo qui a été réalisée par Israël qui montre un peu de quelle façon il présente le projet aux patientes et qui est vraiment copié-collé aussi avec ce que fait Dr Chiquette, là, de vraiment l'intégrer dans sa pratique de façon systématique. Donc, c'est vraiment présenté comme les personnes font partie de l'équipe clinique et donc
vous êtes vraiment plus qu'encouragé à rencontrer le patient accompagnateur. Donc, le prochain, s'il te plaît. Et les transferts d'informations entre les PA et les patientes. Alors là, on a 2 articles qui sont en cours. On en a un qui est vraiment axé sur ce qu'on a récupéré en termes de données qualitatives, hein, sur la perception des échanges qui étaient faits entre les patients accompagnateurs et les patients. Puis on en a un deuxième qui est issu de tous les journaux de bord. C'est vraiment impressionnant parce qu'on a 725 journaux de bord sur lesquels on peut vraiment faire notre étude. Donc, elle est en cours de réalisation et je vais vous donner donc les résultats de tout ça. Donc, les entrevues, il y a vraiment 4 grands domaines d'information qui sont échangés avec les patients. Donc, la validation des émotions et donner de l'espoir. Le deuxième, c'est guider les réflexions et aider à devenir partenaire de ces soins. Le troisième, c'est informer sur les ressources disponibles. Et finalement, donc, partager l'expérience et donner des trucs. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très, très en lien avec ce qu'on a discuté ce matin. La prochaine. Au niveau des données plus quantitatives, donc qui sont issues des questionnaires qui ont été passés auprès des patientes accompagnatrices, vous voyez que dans le cadre de la pandémie, vraiment les patientes ont beaucoup discuté de tout ce qui concernait l'isolement et aussi de mieux comprendre quelles étaient les conditions de pré-hospitalisation et d'hospitalisation. Ça, je l'ai entendu beaucoup, hein, les patientes finalement, ou les patients n'avaient pas beaucoup de temps avec les équipes cliniques, puis finalement, ils ne savaient pas trop comment ils devaient se préparer quand ils devaient rentrer à l'hôpital. Donc, il y a eu un travail absolument remarquable qui a été fait par les patients accompagnateurs pour vraiment les aider à être mieux préparés. Sur les aspects organisationnels, bien sûr, il y avait beaucoup de questions sur ce que c'est qu'un PA, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, enfin bon, bref, donc ça c'est certain. Et finalement aussi beaucoup de discussions en lien avec « expliquez-moi dans quelle trajectoire je m'inscris et quelles sont les prochaines étapes qui vont venir ». Donc ça permet évidemment d'enlever beaucoup d'anxiété quand on est capable de pouvoir se projeter. Les conséquences sur la vie quotidienne, donc les stratégies pour vivre les traitements dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment très fort, hein, ça a été beaucoup discuté aussi. Et comment reprendre le contrôle sur sa vie. Et finalement, au niveau des aspects cliniques, la gestion du stress et des inquiétudes, le vécu des émotions et la fatigue suite au traitement. Mais vous voyez que vraiment, les choses les plus importantes, c'est la trajectoire de soins et aussi la stratégie pour vivre les traitements dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est issu des 725 journaux de bord. Quand on regarde aussi les différences de thématiques discutées en fonction du contexte, donc là, on a comparé les femmes qui étaient diagnostiquées pour un cancer du sein au CHUM avec les femmes qui consultaient en oncologie au CHU de Québec. Et vous voyez que au CHU de Québec, les patientes accompagnatrices sont surtout aidées à vraiment apporter une nouvelle perspective dans la prise de décision. Donc, vraiment beaucoup aider les patientes, puis c'est assez logique hein, dans tout ce qu'on sait, hein, c'est quand même des décisions qui sont lourdes de conséquences. Et donc, d'aider le patient à participer aux prises de décision. Donc, ça, c'est vraiment très fort. Alors qu'au CHUM, on avait plus orienté les patients vers différentes ressources ou encore aider le patient à devenir partenaire de ses propres soins, qui est un petit peu plus fort qu'au CHU de Québec. Donc, la prochaine. On va peut-être transfert d'informations entre les PA et les professionnels. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Et après, on va faire un petit point ensemble. Donc là aussi, c'est parti des groupes de discussion et des entrevues, mais aussi des, comment ça s'appelle, on a un peu repris aussi les journaux de bord qui nous ont aussi inspirés dans ce cadre-là. Donc, faire partie du rôle des PA de transmettre certaines informations aux professionnels après accord des patients. Donc, ça, c'est effectivement, on peut pas, il n'y a pas de transfert s'il n'y a pas d'accord des patients. Donc, au sujet donc, des patients pouvant avoir un effet sur leur parcours de soins ou au sujet des commentaires reçus pour améliorer les services. Donc, on avait vraiment ces 2 dimensions-là. Donc là, je vais vous donner, on sert aussi à faire une mise à jour aux médecins pour des faits importants qui n'avaient pas été portés à leur connaissance. Donc, on complète l'information reçue. Et ce serait le fun d'avoir quelqu'un qui fait une rétroaction, qui est une courroie de transmission entre l'équipe clinique et nous. Puis, pour justement savoir quels sont leurs besoins, comment on pourrait bien collaborer ensemble, ça serait intéressant. Donc, dans certains endroits, on peut encore améliorer le retour entre les cliniciens et les patients accompagnateurs. La prochaine diapo.
La perception des membres de la direction et des professionnels. Donc, on avait nos 16 professionnels qui avaient répondu, plus la vidéo aussi d'Israël, qui nous ont permis de dire que les types d'informations utiles pour les professionnels, c'est vraiment de mieux comprendre les besoins des patients tout au long de leur parcours, de pouvoir aussi avoir des retours sur des sujets qui n'ont pas été discutés avec les professionnels, mais qui ont une importance pour la prise de décision clinique. Et les craintes qui avaient été émises par les professionnels, c'est que cette information transmise par les PA serait un petit peu trop importante, puis qu'elle ne serait pas synthétisée. Mais finalement, dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. C'est vraiment très, très, très synthétique et très facile d'accès. Et puis, il y avait aussi la crainte de outrepasser le rôle d'accompagnement et de donner des conseils médicaux. Puis, on n'a eu aucun cas de ce type-là. Là. Donc, vraiment, il y a une très belle compréhension, en tous les cas, des limites d'intervention des patientes accompagnatrices dans tous les sites où on est intervenu. Merci Pascal, le temps est écoulé. Donc, on peut peut-être faire un petit point ensemble là, sur un peu cette perception, l'information, comment elle circule. Là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin de matinée. Hein. On voyait à quel point c'est important cette circulation d'informations parmi nos 3 grands types d'acteurs. Là, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça. Non? C'est assez clair tout ça? Ok. Là, on arrive dans le crunch, là, comme on dit. Ah oui, vas-y, Linda. Est-ce que vous m'entendez? On m'entend? Oui. Oui, dans le fond, ce que nous, on a vu ce matin, puis qui prouve l'importance de ce trio-là. Toujours pas. Je me dis, si cette conférence-là est enregistrée, je ne sais pas s'il y avait un moyen de présenter ce petit bout-là à des équipes de professionnels pour leur faire comprendre l'effet positif que ça peut avoir au milieu d'une équipe de soins. C'est moi qui vais prendre le son. Là. Ok. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Là, si vous avez des idées sur la manière dont on pourrait mieux sensibiliser les professionnels, on commence un peu à le faire. On avait fait une présentation avec Israël auprès donc par l'intermédiaire de la Fédération des médecins spécialistes. Là, on avait fait un webinaire justement pour leur montrer tout l'apport que ça pouvait avoir pour les cliniciens. Mais s'il y a d'autres canaux que vous voyez, comme il y a les journées aussi de formation qui sont proposées pour les médecins spécialistes aussi, qui sont une bonne voie pour le faire, mais on pourrait aussi aller vers les médecins de famille aussi pour qu'ils puissent prendre connaissance du projet. Donc, moi, je vais me rapprocher de la FMOQ aussi pour leur proposer de faire des webinaires. Je pense que ce serait vraiment une bonne idée. Puis pour les autres professionnels de la santé, là, il va falloir trouver des bonnes stratégies aussi pour les toucher. Il y a une table, je pense, des IPO d'ailleurs, sur l'ensemble de la province. Ça serait peut-être une bonne idée, là. Si vous avez d'autres idées, je suis preneuse, là. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir à ça, là, du côté des psychologues aussi, travailleurs sociaux et autres, là. Le temps est presque écoulé. J'ai mis Louise. Ah, ok. Louise, on en est où pour le temps? Je dis, mais je ne sais pas si vous m'entendez. M'entendez-vous? Oui, là, on t'entend. Très bien. OK, puisque là, à peu près 2-3 minutes, j'ai dit que c'était écoulé, là, puis des fois, Ouais, moi, je ne t'ai pas entendu, là. J'ai envoyé des petits mots à toi, puis des textos à toi, puis on continue sur les effets, là. Que voilà, je vois le temps passer, là, c'est au secours. Et je n'ai pas de contrôle sur mon ordinateur, donc tout va bien. On continue. Bah oui, là, je demande de toi complètement. Là. J'ai mon écran. Donc, explorer les effets. Alors là, les effets, je pense qu'on est assez originaux. Là, vous allez voir ce qu'on va vous présenter. Là. D'abord, évidemment, sur la qualité de l'accompagnement, je ne vais pas passer trop de temps, mais on a vraiment des résultats qui ne démentent pas le fait que c'est important et que c'est apprécié. Là, donc, on va passer rapidement là-dessus. Donc, on avait
sources de données pour voir un peu l'impact de ces interventions. Donc, on avait évidemment, on va dire 4. On avait le parcours de soins, on avait l'expérience d'accompagnement, on avait donc un outil qui est validé au niveau de la communication et de l'auto-efficacité en matière de cancer, et on avait une échelle de détresse psychologique qui s'appelle le CASIS, qui ont été un peu nos outils de base pour travailler dans ce projet-là. Donc, je vais te demander la prochaine. Donc, le groupe d'âge, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même population entre le CHUM et HMR en termes d'âge. Là, on a une population un petit peu plus âgée du côté de HMR que du CHUM. Donc ça, c'est une petite caractéristique. Mais quand on a fait des analyses statistiques pour savoir si les deux populations étaient différentes, je me souviens plus ce qu'on avait trouvé, Monica. Je pense qu'effectivement, elles sont quand même un peu différentes, les deux populations. Non, elles étaient non significativement différentes. Donc ça, c'est intéressant. Bon, la composition du foyer, je vais passer rapidement, mais vous voyez qu'il y a des petites différences entre le CHUM et HMR. Là, il y a plus de personnes vivant seules dans le foyer au CHUM et des couples sans enfants à la maison pour HMR. Le niveau de scolarité, ça, on a été un peu étonnés. Là. Franchement, on avait quand même des niveaux de scolarité très hauts dans notre échantillon de personnes qui ont répondu à nos questionnaires. Vous voyez ici 62,5% avec un diplôme universitaire au CHUM et 47,6% à HMR. Donc ça sera vraiment à suivre dans le temps pour voir si on retrouve toujours ces données-là. Le type de cancer des personnes qui ont été suivies, vous voyez ici que c'est surtout un nouveau cancer et aussi des cancers non métastatiques. Alors, les patients, il y a 197 patientes qui ont accepté de participer au projet de recherche pour compléter des questionnaires et on a été capable de pouvoir exploiter 124 personnes qui ont complété les questionnaires. Donc ici, je vais vous présenter les résultats pour le CHUM. Ce qu'on s'est dit on a posé une question de recherche qui était, est-ce que le fait d'avoir plusieurs accompagnements modifier la nature de l'accompagnement et ses effets? Donc, on a comparé le groupe 1, c'est un seul accompagnement, versus le groupe 2, où c'est plusieurs accompagnements. Ça, c'est très original. On n'a pas trouvé ça dans la littérature, là, de vraiment voir s'il y a un effet dose, entre guillemets, de la présence du contact entre les patients accompagnateurs et les patients. Donc là, vous voyez les petites étoiles, ça montre qu'il y a une différence significative qu'on ait un contact ou quand on en ait plusieurs. Donc, par exemple, les droits en tant que patient, c'est beaucoup plus discuté quand on a plusieurs entrevues que quand on en a un. Ce qui est assez logique. Là, on ne commence pas par discuter de ça la première rencontre. Là, donc, ce sont des sujets qui sont discutés dans le temps. La trajectoire de soins aussi, on va plus en détail quand on a plusieurs contacts avec son patient accompagnateur. On peut discuter des rôles des différents professionnels de la santé, le rôle aussi du patient accompagnateur plus en détail, la gestion du stress et de l'inquiétude qui est plus aussi discutée, les émotions, la douleur et l'inconfort après la chirurgie, la fatigue, les options thérapeutiques, le cancer lui-même, les stratégies aussi pour vivre avec les traitements, le retour à la vie quotidienne et les conseils quotidiennes. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a vraiment des sujets qui ont plus d'espace quand on est capable de pouvoir avoir plusieurs contacts avec un patient accompagnateur. Et que c'est significatif. Là, on l'a aussi au niveau du soutien informationnel. On voit que le soutien informationnel est beaucoup plus présent lorsque la personne est vue plusieurs fois plutôt qu'une seule fois. Donc ça, c'est encore aussi très nouveau. Hein. Ça n'existe pas dans la littérature, ce genre de choses. Le deuxième... Le soutien dans la navigation du système de santé, pareil, c'est aussi très statistiquement aussi différent. Donc, on est capable de pouvoir avoir plus de données. Mais ça reprend quand même pas mal ce que je vous ai présenté au début. Là. La même chose pour le soutien émotif. C'est aussi être à l'écoute du patient et donner du soutien. C'est vraiment significativement plus important quand on a été suivi plusieurs fois. Et pareil, pour être partenaire de ces soins, c'est plus utile d'avoir plusieurs rencontres qu'une seule.
Finalement aussi l'apport de l'accompagnement, donc ma connaissance dans les services et les associations pouvant m'aider, la qualité de vie, les relations et échanges avec les équipes médicales, ma compréhension de mon parcours de soins et mon vécu avec la maladie. Il y a des résultats meilleurs quand on a été vu plus d'une fois avec un patient accompagnateur que quand on le voit une seule fois. Et finalement, la satisfaction des patientes suite à l'accompagnement, là, il n'y a pas de différence significative. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que tout le monde est satisfait qu'il soit vu une seule fois ou plusieurs fois. Le niveau de détresse psychologique, alors ça, c'était vraiment intéressant. Un accompagnement versus plusieurs accompagnements, on n'a pas vraiment de différence significative. C'est ça, hein, il n'y en avait pas. Par contre, il y en a dans la capacité d'autorégulation, enfin de faire face au cancer. Donc, comprendre et participer aux soins, c'est significativement plus important quand on a eu plusieurs accompagnements que quand on n'en a eu qu'un seul. Par contre, l'attitude positive n'est pas atteinte et rechercher et obtenir des informations aussi, il n'y a pas de différence significative. Donc, on voit vraiment qu'au niveau de sa capacité à comprendre et participer aux soins, là, ça améliore le fait d'avoir plusieurs accompagnements. Et finalement, si on croise à la fois le fait donc d'avoir un niveau de détresse psychologique avec sa capacité de pouvoir faire face au cancer, on se rend compte qu'effectivement, maintenir une attitude positive est vraiment en lien avec sa capacité d'être en détresse psychologique ou pas. Donc ça, c'est assez logique. Et aussi, sa capacité de rechercher, d'obtenir des informations est plus grande quand on a un niveau de détresse psychologique moins élevé. Par contre, comprendre et participer aux soins, il n'y a pas de différence significative. Donc ça, on est assez fiers de ces résultats parce que ça c'est vraiment très nouveau. On peut vraiment quantifier ce genre de choses en fonction donc du nombre de contacts entre patientes et patientes accompagnatrices. Les effets des accompagnements, donc vus par les patientes accompagnatrices de façon qualitative, là, c'est que les patientes sont moins stressées, sont rassurées, sont soutenues, ont plus confiance dans leur choix et se sentent beaucoup plus partenaires de leurs soins. Donc ça, c'est vraiment la perception qui est ressortie dans les entrevues. Pour l'équipe clinique, c'est vraiment de favoriser des rendez-vous plus efficaces, de partager la charge de travail, de compléter l'offre de services et finalement d'améliorer les services par le retour d'informations. Et pour les PA elles-mêmes, elles ont surtout parlé de l'expérience d'apprentissage, de se redécouvrir, donc de découvrir des qualités en soi qu'on n'avait pas soupçonnées, de retour sur sa propre expérience et son propre parcours, et finalement aussi de changement de perspective par rapport aux professionnels de santé avec lesquels elles sont en interaction. Et du côté des professionnels, ça c'est vraiment aussi très intéressant, la perception des professionnels. D'abord, évidemment, c'est l'apport du service complémentaire qu'on a bien vu ce matin, d'avoir un accès privilégié à l'expérience vécue par le patient. Ils n'ont pas toujours ce genre de choses, vous savez, hein, c'est assez étonnant, mais les équipes cliniques n'ont pas toujours de retour sur l'expérience vécue par les patients. Donc, grâce aux patients accompagnateurs, ils ont ce type de retour. Avoir des retours aussi sur leurs propres pratiques, puis on l'a vu hein, dans certains établissements avec même des changements des professionnels, et finalement aussi de pouvoir bénéficier dans le cadre de la formation de l'évaluation faite par des patients accompagnateurs de leur capacité à être en relation avec leurs patients. C'est finalement aussi un bassin de recrutement pour tous les comités locaux et nationaux dans le domaine de l'oncologie. Donc, déjà, le comité national des patients partenaires ou des usagers partenaires du Québec fait maintenant appel à des patients accompagnateurs qui ont une vision évidemment plus d'ensemble qu'une vision juste individuelle. Donc, on va faire un petit retour là-dessus. Moi, j'aimerais bien vous entendre là sur la dose, entre guillemets, là, parce qu'on a été vraiment assez impressionnés de voir, en tous les cas, qu'il y avait vraiment des domaines là qui étaient particulièrement sensibles. J'ai hâte de t'entendre, Patrick. Ben moi, c'est juste un petit commentaire humoristique. Écoute, les statistiques que tu nous as montrées feraient l'envie de tous les chefs politiques actuellement dans la campagne électorale. Et je me dis, peut-être que dans un avenir plus ou moins lointain,
il y aura un parti politique dirigé par Marie-Pascale et ça serait les patients partenaires. Avec des chiffres comme ça, on a le droit de rêver. C'était juste mon petit commentaire humoristique, mais je suis vraiment impressionné par les statistiques et le côté positif de toutes les répercussions que le projet de recherche a amené. Un gros bravo. Je suis fier de toute la gang. C'est wow! On fait une différence. Bravo, bravo. C'est juste ça que je voulais dire, mais il y a des chefs politiques qui aimeraient avoir des statistiques. C'était mon petit commentaire humoristique. T'es adorable, c'est vraiment super apprécié. Alors, vous avez vu, il nous manque quand même comment on pourrait dire, un maître étalon, entre guillemets, là, c'est-à-dire que les patients qui n'ont pas eu du tout d'accompagnement. Donc, c'est ça qu'on va faire aussi dans le projet Parole Onco phase 2, là, avec Oncopole, où on va vraiment aller recueillir aussi l'état à la fois d'anxiété, de détresse psychologique, d'autodétermination, etc., aussi chez des patients qui n'en ont pas eu d'accompagnement, pour qu'on soit capable d'avoir vraiment les trois, là, sans accompagnement, un accompagnement et plusieurs accompagnements. Donc, comme ça, on va être encore capable de pouvoir aller encore plus loin sur l'apport de l'accompagnement. Mais franchement, je pense qu'effectivement, la preuve est vraiment faite pour les décideurs, hein, qu'il y a de toutes les façons une différence quand on a juste un accompagnement versus plusieurs, et que ça vaut donc la peine d'avoir une infrastructure qui permette facilement aux patients d'avoir accès à cet accompagnement. Est-ce que vous voulez réagir à d'autres choses ou c'est bon là? Vous n'avez pas été trop étonné là, ça va là? Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être les patientes ou patients accompagnateurs qui êtes là, ça vous sonne une cloche là, vous voyez ça chez les patients ou les patients que vous suivez? Ben, définitivement, Marie-Pascale, je veux dire, tu sais, dans le fond, c'est l'humain avec l'humain, là. C'est aussi simple que ça. Puis c'est certain que quand on peut partager une telle expérience de vie, puis là, on le fait avec le cancer, mais dans n'importe quel domaine de la maladie, c'est sûr que ça ne peut pas faire autrement que d'être bénéfique pour les patients. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être négatif avec ce projet-là pour des patients qui sont aux prises avec la maladie. Ouais. Puis au départ, quand on a commencé les stats, on ne voyait rien de significatif. On était un peu inquiets. Puis après, on a vu que c'était vraiment… Marie-Pascale, si tu me permets, je vais te raconter quelque chose. En 2015, naturellement, je n'étais même pas patiente de mes soins. Mais quand j'allais à mes traitements de chimiothérapie, j'y allais toute seule. Au grand désespoir de mes proches, parce qu'ils étaient toujours inquiets de me voir partir toute seule. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est quand je sortais de là, j'étais folle comme un balai. J'aurais pu coller au plafond parce que moi, ça me faisait ça. Mais sais-tu pourquoi j'y allais toute seule? Parce que j'étais à Sacré-Cœur et les chaises sont très proches. Et j'aimais ça jaser avec d'autres patients qui recevaient des soins. Puis là, on s'échangeait des petits trucs. Ah, la crème. Ah, toi, tes cheveux. Ah, toi, tes sourcils. Ah, toi, tes cils. Et moi, à chaque fois que je sortais de là, j'étais toujours heureuse parce que dans le fond, tu sais, c'est la première fois qu'on a des traitements de chimio. Alors, instinctivement, tu vois que c'est absolument nécessaire d'avoir de l'accompagnement là-dedans. Mais ça, c'est en 2015, c'était dans l'ancien temps. Mais vraiment, écoute, moi, je trouve ce projet-là absolument extraordinaire. Puis, je suis donc contente qu'il y ait du monde qui est… Bon, je sais qu'à Laval, on a mis ça un petit peu sur la glace, mais il n'est pas dit que dans quelques temps, mais c'est pour dire que c'est instinctif qu'on cherche. On cherche des réponses. Puis merci à toutes les patientes avec qui on a jasé, puis là, les maris étaient là, puis hey, puis tu sais, je ne suis pas dure à partir pour le party non plus, fait que c'est ça, mais vraiment, pour moi, c'était une belle expérience. Oh là là, incroyable. Merci. Là, c'est vrai que là, on le structure un peu plus, on s'assure en tout cas que tout le monde puisse y avoir accès. Là, c'est vraiment remarquable. Là. Merci. Linda, tu voulais réagir et puis ensuite, je donnerai la parole à Laura. Oui, juste pour renforcer avec ce que Mme Rousseau vient de dire, avant le projet Parole Onco, j'étais avec Mado au Fond Croire et quand je circulais dans les salles d'attente, pour ceux qui attendaient la radiothérapie, j'entendais le même genre d'échange. Ça se faisait instinctivement, naturellement. Et parfois, je n'osais pas interrompre des patients pour leur faire mon petit discours d'offre de services à croire, mais je le voyais. Puis je pense que mon collègue Michel Deschenaux, je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui, mais il le fait présentement dans les classes de chimio.
Et on observe ce genre d'échange-là. Ce que je voulais ajouter, c'est que les consultations en plus grand nombre de patients accompagnateurs, donc 2 et plus, l'effet bénéfique qu'on vient de voir dans les statistiques, je pense que pour les patients accompagnateurs qui n'ont pas la chance d'être ici aujourd'hui, il faudrait leur transmettre ces informations-là. Et aussi, je ne sais pas comment on peut le transmettre aux équipes qu'on essaie d'introduire, de recruter, qui nous recrutent. Enfin, il faudrait qu'eux, c'est des scientifiques qui ont besoin de chiffres, de statistiques, de quelque chose de concret. Donc, il faut leur partager ça. Ça va aider plus que 10 000 et une rencontres et discussions pour essayer de les convaincre du bienfait de notre présence dans leur clinique ou dans leur équipe. Super, ouais, merci. Hein. Ouais, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Là. Puis que vous-même, vous soyez les ambassadeurs et les ambassadrices auprès des équipes, je pense que ça serait vraiment génial. Laura? Oui, pour rebondir sur tout ce qu'on est en train de se dire, il y a un point qui revient souvent en nous écoutant, c'est la question de la crainte. Cette question-là des a priori qui est totalement humaine et qui est intrinsèque, je dirais, à la conception même de la formation du soin, qui ne peut pas permettre d'apparaître la notion de l'incertitude ou de la recherche concertée. Il y a dans le cursus, quand on fait un comparatif au niveau des formations des médecins au niveau européen, on voit déjà entre la Belgique, enfin je suis née à Bruxelles, mais je suis italienne et je vis en France. Donc, c'est des pays sur lesquels je regarde. Et la Belgique, par son histoire et toujours une question de culture, je vais être très généraliste, mais ils ont dans leur cursus de formation 400 heures de sciences humaines et sciences sociales. Donc, il y a un trajet qui est différent. En France, on n'en est pas encore là. Puis, je rebondis sur la question de la formation. À Bergonié, donc le centre de soins où je travaille, qui est un centre de lutte contre le cancer. J'aimerais bien qu'un jour, on parle d'un centre de soins et d'accompagnement. Je veux dire, c'est aussi sur la formulation, la nomination et la façon dont on pense qu'aujourd'hui, la maladie est une question très guerrière, autant chez les professionnels de santé que sur ceux qui la traversent et la vivent. Et sur la formation, on expérimente très, 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 très modestement avec des professionnels bien avant moi, la rencontre avec les externes qui sont en 5e année justement de cursus et donc de clinica, et on sent qu'ils sont, j'ose dire moi-même, désarmés face à cette dimension un peu plus holistique de ce qu'il y a autour de points d'appui et points de ressources pour eux aussi. Donc, au fait, c'est génial parce que, voilà, ils se mettent sur un chemin qui s'agrandit. Donc, la formation, qu'on soit des nouveaux futurs professionnels ou des déjà anciens, je crois que c'est une espèce de pédagogie de répétition à avoir. Et puis, sur la question du recrutement, je me disais en vous écoutant que peut-être ce qui serait chouette, c'est de penser que, vous savez, il y a des sites de rencontres qui s'appellent adopteunmec.com. Et moi, ça m'a toujours fait rire. Parce que du coup, je me suis dit qu'on pourrait faire un site de rencontre patient.com. Non, mais je vous assure, des fois, il faut faire preuve de créativité. Un peu un côté un peu plus, entre guillemets, voilà, structurant. Je me disais que ça pourrait être une façon, chaque secteur d'activité dans un hôpital, ils accueillent des profils de personnes, certes les patients par rapport à des étapes de soins, le service de psychologie clinique, ils rencontrent aussi des moments particuliers chez ces personnes-là, et peut-être que c'est en déléguant et en faisant que ce soit eux qui recrutent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils trouvent dans les personnes qu'ils rencontrent des patients avec qui ils voudraient faire équipe, pour justement plus être un patient axé sur des questions sociales, ou alors un proche aussi, parce que les proches peuvent aussi, les aidants, être des accompagnateurs pour les autres proches. Voilà, c'était une réflexion partagée. Eh bien, merci beaucoup. Moi, j'y ai un peu pensé, là, l'histoire de… Je ne savais pas que ça existait, là, la Adopt, mais j'avais pensé effectivement qu'on pourrait faire une application quand même pour favoriser les contacts entre les patients. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Là, il va falloir réfléchir sur comment on pourrait la mettre en place. Là, on est en train de travailler sur un chatbot sur le cancer du sein. C'est ça qui m'avait fait donner l'idée en me disant, mais ça serait bien d'aller au-delà du chatbot et de faire en sorte qu'il y ait la possibilité de rencontrer des personnes via chat. Là. Donc, ouais, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très, très sympa.
Ok, là, je vois le temps qui file à toute allure. Donc, dernière intervention de Patrick, puis ensuite, on passe à notre autre panel. Oui, mais ça va être très rapide, Marie-Pascale. Je sais, je te vois, là, ton body language, ton langage non-verbal le dit que le temps. Mais moi, au CHUM, mes traitements de radio-oncologie, on a des bornes d'enregistrement au CHUM. Et je crois que c'est le seul centre hospitalier où il y a des bornes d'enregistrement et on n'a pas de carte d'hôpital. Au moment, Mado dit qu'il y a d'autres centres. Oui, à Maison OK, mais on devrait se servir des bornes d'enregistrement parce que quand moi, je scanne ma carte d'assurance maladie et là, je m'en vais attendre pour mon traitement de radiothérapie, je reçois un texto me disant de me présenter à telle salle. Donc, je trouve que pour faire un petit peu comme la collègue de la Belgique qui vient de répondre, adopte un mec, là, mais ça pourrait être une forme d'application pour solliciter, envoyer des messages, je sais pas, recruter des gens. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder. Des bornes d'enregistrement, parce qu'on nous demande sur l'écran tactile ton numéro de cellulaire, tu confirmes plein de trucs. Et au CHUM, il n'y a personne qui parle des micros. Contrairement à Maisonneuve-Rosemont, où tu es en ophtalmologie, puis tu essaies de comprendre les voix, puis c'est à toutes les secondes. Les bornes d'enregistrement, il y aurait quelque chose à faire pour le recrutement et pour l'accompagnement aussi de façon virtuelle. C'était mon point. Je ne prends pas plus de temps, je sais qu'il est compté. Merci. Un comité de création dirigé par Cathy. Je propose. C'est bien noté. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais le dire plus oralement. Là, au niveau éthique, on a vraiment fait un énorme travail. Vous savez, donc il y a eu un rapport qui a été écrit au niveau juridique, hein, vraiment de revenir sur tous les grands enjeux juridiques pour être capable de pouvoir anticiper tous les problèmes. Donc, il est disponible. Cécile va peut-être vous envoyer le lien, plus l'article. Donc, qui est un petit peu. Bon, les deux sont très juridiques. Là, c'est pas toujours hyper évident à lire, mais bon, on comprend quand même le sens. Le deuxième aussi, c'est qu'au niveau éthique, on a vraiment fait beaucoup d'entrevues avec beaucoup de patientes accompagnatrices pour revenir sur leur motivation et les limites aussi du rôle. Donc, ça aussi, c'est en cours de publication. Puis, on a travaillé justement sur les fameuses craintes dont parlait Laura pour essayer de les désamorcer au sein, évidemment, de nos règles juridiques, mais aussi sur tout ce qui est formation, encadrement, etc. Enfin bref, puis c'est sûr que ça marche vraiment très bien. Là, puis Israël est peut-être plus avec nous, mais Israël, il était quand même aussi avec pas mal de craintes sur le problème assurantiel, etc. Puis une fois qu'on a été capable de pouvoir lui montrer que tout allait bien, il a commencé immédiatement à travailler avec des patients accompagnateurs. Donc vraiment, là, moi, je remercie beaucoup mes collègues de m'avoir beaucoup aidé tout au long donc, de ces 4-5 années. Là, puis elles vont continuer à travailler avec nous pour la phase 2 parce qu'on a été vraiment pionniers aussi dans le domaine. Puis ça a été très utile aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis je suis sûre que d'ailleurs, ailleurs, au niveau international, ça va être utile. Donc là, je vais passer…